À partir de ses études des cultures mayas, aztèques et toltèques, Ted Shawn avait imaginé pour moi une chorégraphie dont le sujet était une princesse indienne. Il me choisit pour danser le rôle titre de Xochitl. Lui-même serait le roi Tepantcaltin qui devait tenter de me violer. La mise en scène était fastueuse et Ted portait une coiffure extraordinaire, faite de plumes et de fleurs. Je pense qu'il m'avait choisi parce qu'il pensait qu'avec mes idées folles, je pouvais incarner une jeune fille comme Xochitl, la fleur. Le père de Xochitl, la plus belle de toutes les vierges toltèques, fabriquait une boisson enivrante avec des fleurs d'agave. Accompagné de sa fille, il apportait le vin au roi. Celui-ci, après avoir bu, priait la mystérieuse Xochitl de danser avec lui. Puis il se mettait à lui faire des avances. Je me souviens que Ted revenait sans cesse sur sa chorégraphie, reprenant inlassablement les mêmes passages, sans arriver vraiment à ce qu'il souhaitait. À la fin, je m'écriais « Monsieur Shawn, si vous nous disiez ce que vous voulez, nous le ferions. » Personne ne lui avait jamais parlé sur ce ton. En entendant cela, Miss Ruth vient à moi et me dit « Martha, tu feras beaucoup de bien à Teddy. » À un moment donné, dans Xochitl, je me penchai en arrière, en offrant au regard du roi. C'était l'épisode du viol. C'était le seul moment où je remarquais l'intérêt que me portait le roi. J'étais de l'avis de tous la plus jolie fille, et je jouais de mes éventails afin de mieux le séduire. Je portais une coupe de vin. Il me pourchassait sur toute la scène. Il était grand et fort, et moi très en colère. Il s'agissait d'un viol, ou du moins d'une tentative de viol. Et je m'efforçais de concentrer toute mon énergie sur cette notion de viol et de colère. Mais je savais qu'avec Ted, je ne courais pas plus de risques que dans les bras de Jésus. Son interprétation fut pourtant convaincante, trop convaincante même. À un moment donné, il m'empoigna et me laissa tomber sur la tête. Et je m'évanouis pendant quelques secondes. Quand je revins à moi, je lui mordis le bras jusqu'au sang. Il se mit alors à courir d'un bout à l'autre du plateau en répandant son sang, et cela fit scandale dans l'école. Je suppose que telle est l'origine de ma réputation de violence. J'étais sauvage à cette époque. Des critiques ont dit qu'en scène je flamboyais, et aujourd'hui encore c'est le commentaire que je préfère. J'aurais fait n'importe quoi pour me trouver en scène. Le théâtre me paraissait un univers merveilleux. J'exécutais point par point chacune des chorégraphies de Ted. J'étais presque animale dans mes mouvements. Je voulais être une créature sauvage et belle. D'un autre monde peut-être, mais très très sauvage. Louise Brooks a fait partie de la troupe de Denise Shawn. Elle était d'une beauté stupéfiante, avec sa coiffure de page. Tout ce qu'elle faisait était beau. Elle me fascinait. Avant même qu'on eût été présenté, je me souviens de l'avoir observée. À l'autre bout de la pièce, dans un groupe de jeunes filles de l'école, toutes habillées de façon identique. On remarquait Louise immédiatement. Elle était unique. Elle possédait une énergie, une force intérieure que l'on percevait dès qu'on se trouvait en sa présence. Elle était très solitaire et terriblement autodestructrice, et bien sûr, le fait que tout le monde lui fasse la vie dure n'arrangeait rien. Je suppose que je me suis identifiée à elle en tant qu'outsider. Je lui témoignais de l'amitié, et elle me regardait tout le temps, sur scène ou dans la loge. Elle a dit un jour « C'est dans les coulisses de Denise Shawn que j'ai appris à jouer, en regardant danser Martha Graham. » Je me souviens d'un incident avec Louise dans les coulisses. Lorsque nous reçûmes un coup de téléphone de Ted Shawn, nous étions en tournée sans lui. Et il appelait pour nous dire qu'il n'était pas content de notre travail. Il voulait que nous rentrions à Los Angeles. Je ne sais plus qui d'entre nous avait décroché le téléphone et transmettait ce message aux autres. Tout ce dont je me souviens, c'est que l'appareil était un de ces vieux modèles à manivelle. Je m'écriais « Allez au diable, je n'admets pas qu'on me parle sur ce ton. » Et en me levant de ma chaise, j'allais arracher le téléphone du mur et le jetais sur scène. Louise et les autres danseuses furent stupéfaites. J'imagine. Mais si on me cherchait, on me trouvait. J'étais une râleuse. J'étais capable de grandes violences que mes proches appelaient mes rages irlandaises. J'avais très mauvais caractère. Très mauvais. C'est encore vrai.
même si je ne le montre plus aussi souvent. J'ai appris à résister. Mais je peux encore en faire preuve à l'occasion, si nécessaire. Quelques mois plus tôt, je me trouvais en coulisses au moment où Miss Ruth s'apprêtait à entrer en scène pour exécuter l'un de ses solos les plus célèbres, le sari noir et or. Elle avait créé ce solo intuitivement, sans jamais avoir vu de danse indienne. Et lorsqu'elle l'introduisit en Inde, à une époque où la danse traditionnelle y était au plus bas, elle connut un succès extraordinaire, et on lui demanda son aide pour ressusciter cet art. Mais nous n'en étions pas encore là. Le soir en question, Miss Ruth devait faire son entrée et un petit groupe de jeunes filles était en train de danser quelque chose d'assez insipide. Se tournant soudain vers moi, Miss Ruth me dit « Martha, je ne peux pas entrer sur scène comme ça. C'est mort, c'est glacé. Va trouver Pearl, demande-lui de te donner le sari vert et or et reviens nous faire quelque chose. À la fin, tu t'avanceras vers moi, tu me salueras et j'apparaîtrai. » C'est ce que nous fîmes, pendant plusieurs semaines. Un soir, à Cleveland, comme je saluais Miss Ruth, qui venait de se faire habiller par une Pearl encore plus ivre que d'habitude, je m'aperçus en relevant les yeux qu'elle était en grande tenue japonaise avec obi, perruque et soc. Je réprimai un cri de surprise et nous échangeâmes un regard horrifié. Avant de s'en aller enfiler le sari noir et or, elle me souffla. « Retourne sur scène, fais n'importe quoi. » J'aurais pu sans difficulté donner son solo. Je le connaissais à l'endroit, à l'envers. Mais je ne le fis pas. Et lorsqu'enfin, après ce qui m'avait semblé une éternité, elle réapparut en coulisses, je la saluai avec soulagement. C'est sans doute pour cela que je suis agacée par les jeunes danseurs qui ont besoin qu'on leur tienne la main à chaque pas. Un jour, à Pasadena, Miss Ruth bavarda avec une imposante dame de la bonne société à la chevelure bleutée. Elle était alors en pleine recherche de la coiffure idéale pour son solo, le pan. En la regardant, je me rendis compte qu'elle n'entendait rien de ce qui se disait. Elle avait les yeux fixés sur le chapeau de la dame, garni de toutes sortes de plumes d'oiseaux de paradis et d'autres. Tendant soudain le bras, elle en arracha quelques-unes en disant « Vous permettez ? Ce sera parfait pour ma nouvelle danse. » Elle avait toujours l'esprit ailleurs. Je me souviens notamment qu'un soir à Détroit, en réponse à une ovation enthousiaste des spectateurs, elle s'avança jusqu'à la rampe, remercia longuement et conclut. Jusqu'à la fin de ma carrière, je garderai toujours dans mon cœur en souvenir de cet accueil une place spéciale pour les gens de Chicago. Mais qui aurait pu lui en vouloir ? Nous donnions tant de représentations d'un soir, répétant l'après-midi pour revenir au théâtre à la nuit. Jusqu'à la fin, toutes les villes se ressemblaient. Miss Ruth voulait toujours un peu plus de sens du spectacle dans les costumes aussi, ce qui impliquait d'interminables séances de couture. Un jour, je ne sais quelle mouche m'a piqué. J'étais fatiguée, épuisée. Je lui dis « Miss Ruth, ou bien je suis danseuse, ou bien je suis couturière. Je ne peux pas faire les deux. » Elle fut stupéfaite. Je montrais toujours tant d'empressement à lui complaire. Elle répondit « Très bien, Martha. » Et plus jamais je n'ai eu à coudre. Un jour, alors que nous étions en représentation libre, Alexandre Pantages vient nous voir en coulisses après le spectacle pour discuter de la possibilité de nous offrir un contrat. Il était à l'époque l'un des principaux exploitants de music-hall du pays. Né en Grèce, il était arrivé tout jeune aux États-Unis après avoir travaillé au Caire puis sur un paquebot en Méditerranée. Une fois en Amérique, il avait d'abord vécu à San Francisco, puis dès le début de la ruée vers l'or du Klondike, à la fin des années 90, il était parti pour le Yukon, où il a fait fortune. Monsieur Pantages se montrait très amical, un peu trop amical. Vous me comprenez. Il essayait de m'embrasser et je ne voulais pas. « Monsieur Pantages, lui dis-je, si vous aviez envie de m'embrasser et moi pas, vous n'insisteriez pas, n'est-ce pas ?» Parce que j'étais jeune. Il me répondit « Non, sans doute. » « Que voulez-vous ?»« Monsieur Pantages, fis-je, ce que je veux, c'est arriver au sommet. Et y